Coucou mon pompon. Allez hop, plie tes petits pyjamas et prépare tes valises, on change de vaisseau aujourd'hui puisque nous partons faire un tour dans l'Odysseus. Oh, je me vais prendre un Tupperware de fraises au tag à la maison alors. On ne sait pas ce qu'ils ont en stock là-bas depuis le temps qu'ils errent dans l'espace. Ah ça, c'est bien vu Cathy. C'est vrai que la question de ce qui risque de manquer lors d'un voyage galactique aussi long que celui d'Ulysse 31 va se poser dans cet épisode puisque nous allons aborder ce dessin animé franco-japonais, Kokke Kokko, de 26 épisodes diffusés pour la première fois en 1981 sous le prisme des perceptions et de ce qu'elle révèle du manque de sa terre d'origine. Pour le contexte, Ulysse est le 31e du nom. Et on est au 31e siècle, ça tombe vachement bien. Je te raconte pas comment j'ai le seum d'avoir dédié le dernier épisode, le numéro 31, au prince Jean, et non à ce dessin animé, ça aurait été trop bien, mais non, à un cheveu près, échec, les boulasses. L'elfe célèbre qui est bien jolie. Non, Cathy, tu cesses. Non, voilà, faut croire que c'était le destin. Et justement, le destin, on peut dire qu'il s'acharne pareil sur la lignée des Ulysses, puisque visiblement, alors qu'ils sont rusés comme pas deux, justes et excellents guerriers, ils tombent systématiquement dans le même panneau, probablement indiquant maison sur un carrefour et posé par un vil coyote quelconque pour te faire aller droit dans le ravin. Le 31e du nom va revivre exactement les mêmes up and down qu'Ulysse No.1, son ancêtre lointain, dont les aventures étaient relatées dans l'Iliade pour la guerre de Troie qui a duré 10 ans, puis l'Odyssée, d'où le nom du vaisseau, l'Odysseus, pour l'errance de 10 ans qui s'en est suivie pour rentrer au bercail, Ithaque pour le premier, la planète Terre pour le dernier. Enfin, le dessin animé ne développe que les plus célèbres, Circé, Éole, les sirènes, Charybde et Scylla, tout ça. Mais il ajoute aussi des aventures qui n'appartiennent pas du tout à la légende d'Ulysse, mais à celle de Thésée par exemple pour le Minotaure ou à Édipe pour le Sphinx, etc. Il y a quelques petits écarts, mais dans les deux cas, ils sont punis pour avoir crevé l'œil du Cyclope, fils de Poséidon, ou robot géant créé par ce même dieu, qui n'est pas connu pour être le gars le plus commode de l'Olympe. Par contre, c'est une armoire à glace. Commode, armoire, je fais moi. Hop là, j'ai mouru, je suis reviendue, tout ça pour en venir au fait que ça malédictionne comme pas permis. Dans la série, Ulysse n'a pas vraiment commis d'hubris, de faute d'orgueil, contrairement à l'original, qui, non content d'avoir foutu tout le monde en danger par simple curiosité de voir un géant n'a qu'un œil, n'avait pas pu s'empêcher de se la péter en révélant son vrai nom au Cyclope après l'avoir rendu aveugle. Là, rien du tout. Contrairement à l'œuvre de base, Ulysse voyage avec son fils, Télémaque. Or, ce dernier est enlevé pour être offert en sacrifice au robot Cyclope. La victoire d'Ulysse est modeste, puisque la ruse de refléter le laser de l'œil du robot pour qu'il se détruise lui-même vient certes de lui, mais c'est le plus petit des acolytes, en la personne du formidable Nono, petit robot rouge, cadeau d'Ulysse pour Télémaque son fils. C'est le petit Nono donc qui risque sa vie et exécute le plan à la perfection. Enfin, loin d'avoir mis quiconque en danger, cet Ulysse-là va délivrer des inconnus venus de la planète Zotra qu'il va accueillir dans son vaisseau, Noumaios et sa petite sœur Thémis. Dans l'épisode 23, Ulysse rencontre Ulysse, la fin de l'histoire initiale est changée. Le 31e remonte dans le temps jusqu'à l'Antiquité et doit aider numéro 1 à vaincre. À la fin, l'Ulysse du futur se sert de sa super combi pour flotter. On le prend pour un dieu et il délivre un message d'apaisement pacifique pour tout régler. Dans l'original, c'est un petit peu différent. Le chapitre s'appelle « Le massacre des prétendants » et j'aime autant te dire que c'est plus que sanglant. De quoi rendre notre Ulysse beaucoup moins sympathique que dans la série.
Et pour couronner le tout, la malédiction semble encore plus cruelle et injuste puisqu'elle est prononcée par Zeus lui-même, le dieu des dieux, puisque son frérot Poséidon est venu chouiner comme quoi qu'on avait cassé son beau robot. Chaque début d'épisode reprend cette phrase. « Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Tu erreras désormais dans un monde inconnu. Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes. » Oh, damned. Léthargie pour tous ceux qui étaient dans le vaisseau à ce moment-là, donc les compagnons et Noumaios en gros, qui se mettent à flotter en apesanteur, pris dans un sommeil profond. Et surtout, tout le GPS de Shirka, l'IA à la tête du vaisseau, a été effacé. On va retrouver la Terre au milieu de centaines de galaxies quand t'as pas l'ombre d'une carte du ciel. Malin d'ailleurs d'avoir transposé cette histoire dans l'espace. Outre le côté for fun et très à la mode au début des années 80, on est juste en période Star Wars et Alien, une vraie folie. Mais au-delà de ça, c'est hyper bien vu puisque ça permet de reprendre de manière très naturelle la mythologie, vu que nombre de constellations et de planètes portent des noms emblématiques de ces légendes. Genre Poséidon, c'est la planète Neptune, t'as capté, rapport au titre de l'épisode. Mais il y en a là-dedans. Toujours est-il que Ulysse se retrouve à errer dans un vaisseau en forme d'œil pour en avoir crevé un. Ironique, n'est-ce pas ? Son rôle n'est pas seulement celui de chef, c'est d'abord, dans la série, celui de père qui est mis en avant, puisqu'il partage l'aventure avec son jeune fils et devient aussi, par la force des choses, le protecteur de la petite Thémis. Après, l'avantage d'avoir tout le reste de l'équipage qui pionce, c'est que contrairement au héros original, il n'est pas obligé de se farcir 50 débilos dans les pattes qui vont rien faire que des boulettes à chaque étape du voyage. Vous dites ça pour nous autres, Captain Sofro ? Bien sûr que non, mon pompon. Toi, tu es mon super acolyte, comme Nono, voyons. Alors, est-ce que nous allons découvrir dans cet épisode pourquoi Ulysse arbore fièrement une moustache en guise de frange ? Non. Mais faisons route tout de même à travers les cieux, l'espace et le temps, et voyons vers quel rivage nous emmène ce voyage. En effet, le parcours est presque ce qui compte le plus dans cette histoire. Il s'agit d'aventure, bien sûr, mais l'Odyssée d'Ulysse est aussi un récit de voyage presque contemplatif. Déjà, c'est écrit comme un long poème, puisqu'il s'agit au départ d'un chant. On retrouve cette forme très poétique dans les dialogues du dessin animé au rythme très théâtral et au vocabulaire plutôt soutenu. Le plus frappant est sans doute la lenteur des images. On y reconnaît bien l'influence japonaise qui rend le mobile immobile. L'Odysseus flotte dans l'espace, un visage de Dieu se dessine dans les ombres, une goutte tombe au sol. Le temps n'existe pas. Le cadre bouge doucement sur le même plan. On laisse le temps au spectateur d'observer vraiment au lieu d'absorber un trop-plein d'images mouvantes. La musique concourt à cette atmosphère. Je parle pas du célèbre générique, ni du thème guitare électrique rock, années 80 oblige, propre aux scènes d'action, je te parle des petites notes éparpillées ça et là pour habiller les plans descriptifs. Un peu de piano discordant et de guitare reproduisant le crissement métallique du vaisseau, le son extra-diégétique, en dehors du récit, dédié seulement au spectateur, rejoint complètement le diégétique, celui qui est produit dans le récit. On te fait vivre le temps étiré de l'errance en ralentissant tes perceptions sensorielles. C'est hyper chic, et c'est toute la thématique de ces voyageurs perdus qui, dans la mer, où toute vague ressemble à la suivante et à la suivante, à l'infini, qui, dans le vide de l'espace, où, comme chacun sait, personne ne vous entendra crier. Alors, à quoi se raccroche-t-on quand on est ainsi privé de ses repères ? Eh bien, à tout ce qui vient réactiver les sensations familières de sa terre d'origine. La mémoire des sensations, c'est un bazar hyper puissant qui résiste au temps. Je te renvoie à la célèbre Madeleine de Proust, où ce que le gars explique que le goût du petit gâteau trempé dans le thé l'emmène immédiatement dans un voyage dans le passé. Ce goût est un lien direct avec un souvenir qui mettra du temps à apparaître nettement à la conscience. Le corps garde les pièces de puzzle intactes, figées dans les sens. Non seulement
on retrouve ce qui a été perdu, mais si l'on en croit Camus, on contre l'ennui du temps présent en s'en évadant par la contemplation. Son personnage, Meursault, s'échappe de la sensation du temps vide en prison en s'attachant à revisualiser tous les moindres détails de sa chambre du passé, le moindre motif, la moindre texture. Il se livre totalement à l'exploration de ce ressenti, hors de toute chronologie, de toute mesure. Eh bien, figure-toi que c'est pareil dans Ulysse 31. Dans l'épisode 2, par exemple, Thémis passe du temps à apprécier un magnifique bouquet de fleurs. Elle l'apporte dans la salle où flottent les compagnons et décrit ses ressentis à voix haute, en regrettant qu'ils ne puissent pas profiter de leur beauté qu'elle détaille et de leur odeur sucrée dont elle s'imprègne les yeux fermés. Elle ajoute qu'elles sont semblables à celles de Zotra et qu'elle se sent si bien là tout de suite qu'elle voudrait envoyer ce bien-être à son frère. Et bien sûr, elle a dit 15 fois « Noumaïos, mon frère », comme à chaque fois qu'elle ouvre la bouche. On verra d'ailleurs dans l'épisode 5 à quel point la perception physique de l'approche d'un astéroïde décroché du champ d'attraction de sa planète est puissante. Zotra, la planète blanche, a pour propriété de soigner ses habitants. Eh bien, sentir son influence a suffi à réveiller Noumaïos, le temps de sa présence en tout cas. D'ailleurs, dans le même épisode, on voit que Thémis n'est pas la seule à se replonger dans ses perceptions perdues. Télémaque se sert d'un casque de réalité virtuelle. Je rappelle qu'à l'époque, ça n'existait pas, c'était hyper futuriste. Il peut ainsi retrouver les sensations de glisse qu'il avait sur Terre, dans la neige, sur ses skis. D'ailleurs, dans l'Odysseus, on nous montre souvent une immense zone appelée les jardins, remplie de verdure et d'eau. C'est un lieu où se ressourcer, où retrouver un peu de l'air terrien, un peu des couleurs de la vie d'antan. C'est d'ailleurs là qu'Ulysse, les enfants et Nono se réveillent après avoir suivi les fils des parcs, les 3 déesses qui tissent le destin des hommes, leur naissance, leur existence et leur mort. Pour sauver les enfants, marchant dans une boucle infinie, Ulysse fait le choix de s'asseoir dans le fauteuil d'oubli en échange de leur liberté, plutôt que de découvrir le chemin de la terre en prenant l'autre siège proposé. Bon, les parcs lui répètent qu'il va oublier tout, les enfants, la terre. Alors qu'elle répète la terre, Ulysse visualise la planète bleue, plan champ contre champ entre sa vision et son iris azur, semblable, presque identique. Jamais, répète-t-il en s'accrochant à cette perception ancrée en lui. Et boum, réveil sur l'herbe, fleurs, chants d'oiseaux. Alors, on est certes que dans les jardins du vaisseau, ou peut-être au paradis si on l'interprète autrement, mais c'est mieux qu'un métier à tisser infernal. Alors bien sûr, quelque chose surpasse les sensations strictement physiques. C'est ce qui compose Ulysse, ce qui fait de lui le héros qu'il est. Le gars est full valeur. C'est ce qui lui permet de déjouer le tout dernier piège qu'on lui tend dans le royaume d'Hadès, autrement dit chez les morts. Il doit, sans le savoir, prouver qu'il saura s'effacer pour le bien commun et tenir ses promesses. On le tente avec la vision parfaite, tangible de la terre et même de sa femme, Pénélope. Ulysse en a les larmes aux yeux, tant elle lui semble proche. Mais pour la rejoindre, il lui faudrait abandonner tous les compagnons. Et aussi Noumaïos, mon frère. Oui, et Noumaïos, ton frère. En gros, les envoyer tous direct dans l'au-delà, ciao bonsoir. Ulysse refuse et accepte qu'Hadès dispose de lui comme bon lui semble. Il renonce à son but ultime, à la destination tant méritée après cette longue errance, à ce bonheur qu'on lui a volé pendant 20 ans. Car ce qu'il sent, avant toute couleur, tout parfum, toute saveur, ce qu'il sent battre en lui, c'est son honneur. Ce qui m'a intéressée dans cet épisode, dans Ulysse 31, c'est la présence de ces fameux jardins de l'Odysseus. On voit bien dans pas mal d'épisodes à quel point leur présence est primordiale pour Ulysse, pour Télémaque, et même dans une certaine mesure pour Thémis, qui n'est pourtant pas originaire de la planète Terre, mais on l'a vu, qui y trouve son compte avec la présence des fleurs, etc. Dans un voyage aussi long, perdu dans un milieu hostile, je ne parle même pas des multiples obstacles
que les personnages ont à dépasser, mais juste être perdu au milieu de l'espace avec aucun repère qui ressemble à sa terre d'origine, c'est une épreuve qui est terrible et horriblement difficile. Et je trouve ça intéressant, la manière dont dans la série on voit à quel point ce qui les nourrit, ce sont bien les sens. La vue de l'herbe, la senteur des fleurs, le goût d'une pomme, etc., etc. C'est vraiment très bien montré dans l'épisode dont je t'ai parlé, par exemple, où il se réveille, on entend le chant des oiseaux, etc. C'est immédiatement par ce biais-là qu'il pense être arrivé sur Terre, par le chant des oiseaux, par ce son particulier de la maison. C'est ce qu'on va travailler aujourd'hui avec la sophronisation du jour qui s'appelle la sophroperception relaxative, SPR pour les intimes, et qui consiste, comme son nom l'indique, à obtenir un relâchement, une détente, simplement en se focalisant sur sa capacité de perception, c'est-à-dire sa capacité à utiliser ses sens. S'il te manque un de tes sens, par exemple, si tu es non-voyant, par exemple, évidemment qu'on va s'appuyer sur tous les autres sens pour te faire ressentir cette relaxation. L'idée, c'est de constater la richesse justement de ces perceptions autour soit d'un paysage, soit d'un bon plat, etc. C'est quelque chose qu'on peut décider évidemment par avance avec le sophronisé. On peut aller puiser dans ce qu'il nous aura donné dans notre premier échange comme ressource pour vraiment lui proposer quelque chose qui va correspondre à un lieu ou un plat qui éveille chez lui ou chez elle, bien entendu, une sensation de bien-être. C'est donc une sophronisation qui propose de se concentrer sur ses ressentis dans le moment présent. Donc, si tu as bien suivi les épisodes précédents, il s'agit d'une sophronisation du premier degré. C'est une sophronisation d'ailleurs qu'on peut proposer très très rapidement dans un parcours. Elle ressemble à la SBV, la sophronisation de base viventielle, dont je t'avais proposé l'exemple avec l'épisode sur Sam Gamgee. La seule différence, c'est que dans la SBV, on va d'abord chasser les tensions avec un petit exercice respiratoire juste après la relaxation et avant la visualisation. Ici, dans la SPR, on est vraiment purement dans relaxation, visualisation pour la détente et on ressort doucement. C'est un exercice qui est extrêmement doux, tranquille, qui fait beaucoup de bien quand on a justement besoin de s'apaiser, etc. C'est un exercice dont on se sert principalement dans la première phase d'un accompagnement, donc ce qu'on appelle la phase curative, puisque ça va permettre par exemple d'améliorer sa respiration, d'activer sa vitalité, de se concentrer, notamment sur ses sens bien sûr, d'installer évidemment le calme. Et puis pour la deuxième phase, la phase préventive, on n'a que deux intentions possibles. Donc il y en a une qui va nous permettre de venir travailler sur le renforcement du métabolisme, puisqu'on va travailler sur le développement des sens. Et c'est surtout la deuxième qui m'intéresse ici par rapport à cet épisode, puisqu'il s'agira d'optimiser la mémoire, puisqu'on va venir développer la mémoire sensorielle dont je t'ai parlé précédemment. C'est un exercice qui est facilement accessible. Si, je le rappelle, je fais le disclaimer habituel, si tu souffres d'un trouble tel que le TDI ou une forme de schizophrénie, ne pratique pas sans encadrement une sophronisation, c'est plutôt déconseillé. Si c'est ton cas, petit pompon, prends bien soin de toi, je te dis à la semaine prochaine. Si tu n'es pas dans ce cas-là et que tu as envie de prendre un temps de détente, franchement, participe à cette sophronisation, c'est tout simple, on peut rentrer dedans aisément. Et puis, évidemment, tu te doutes que pour la visualisation, je vais me servir des jardins de l'Odysseus. Donc vois si ça te convient, si ça t'emmène pas dans un endroit que tu n'aimes pas ou qui pourrait te trigger d'une manière ou d'une autre. Mais si cet endroit verdoyant te convient, c'est là que nous allons partir. Pour les sophronisations, je le rappelle, on se met soit assis bien confortablement, soit allongé bien confortablement. Je te laisse, si tu veux, le temps de t'installer.
Pendant ce temps-là, j'en profite pour te rappeler qu'à tout moment pendant la sophronisation, tu ne dois pas hésiter à modifier légèrement ta posture si tu ressens le moindre inconfort. Sois surtout vigilant à la zone du cou, du dos, etc. C'est vrai que quand on a tendance à s'immobiliser, on peut parfois se figer un petit peu, surtout si tu es assis ou assise. Donc n'hésite pas à faire des micro-mouvements avec le cou, les épaules, etc. pour être sûr de ressortir de ta sophronisation bien avec le corps bien détendu et l'esprit aussi. Évidemment, concentre-toi bien sur tes ressentis, sur tes sensations. C'est vraiment l'unique objet de cette sophronisation-là. Garde bien le son de ma voix en tête, de manière à te laisser guider au fur et à mesure. Et puis, si tu es prêt, eh bien, tu vas pouvoir fermer les yeux et on va pouvoir commencer. Concentre-toi d'abord sur le sommet de ton crâne. Imagine qu'une vague de douceur, d'apaisement vient envahir tes cheveux. Laisse ton crâne se lisser, s'étirer jusqu'aux oreilles. Sens tes oreilles s'abaisser légèrement. Laisse tes oreilles internes se décrisper. Laisse ton front se lisser comme un lac calme. Essaye de créer de l'espace entre tes deux sourcils. Sens tes paupières plus lourdes. Laisse tes yeux se détendre complètement. Relâche tes tempes, tes pommettes. Relâche les ailes de ton nez. Porte toute ton attention à ta respiration. Apprécie sa régularité dans les narines. Sens l'air frais à chaque inspiration et l'air un peu plus chaud à chaque expiration. Laisse cet air chaud détendre tes lèvres. Relâche complètement tes mâchoires. Laisse ta langue reposer naturellement sur les dents inférieures. Sens-toi libre d'avaler normalement à tout moment. Prends conscience que toute ta tête est détendue. Ressens maintenant cette onde de détente dans ta nuque. Laisse-la parcourir ton cou. Sens tes épaules s'abaisser doucement. Relâche tes bras jusqu'au coude. Laisse tes avant-bras reposer lourds jusqu'aux poignets. Laisse tes mains se détendre de la paume jusqu'au bout de chacun de tes doigts. Prends conscience que tes membres supérieurs sont relaxés.
Essaie maintenant de créer de l'espace entre tes omoplates. Laisse ton dos s'étirer. Sens tes muscles se détendre le long de la colonne jusqu'au lombaire. Et porte maintenant ton attention à la respiration dans ta cage thoracique. Amplifie légèrement ce souffle régulier, calme. Sens tes côtes s'assouplir doucement. Relâche ton torse. Laisse ton ventre se dénouer complètement. Relâche complètement le bassin, les fessiers. Et prends conscience que tout ton buste est détendu. Laisse maintenant les muscles de tes cuisses s'étirer doucement jusqu'aux genoux. Sens tes mollets s'assouplir. Laisse cette détente glisser le long des tibias jusqu'aux chevilles. Relâche complètement tes pieds, le dessus, le dessous et chacun de tes orteils. Prends conscience que tes jambes sont relâchées. Prends conscience que tout ton corps est calme et apaisé. J'aimerais que tu te visualises maintenant dans le plus beau des jardins. Apprécie toutes les nuances de vert qui t'entourent. Concentre-toi sur les fleurs et leurs différentes couleurs. Apprécie le bleu du ciel et la douceur du blanc des nuages. Porte ton attention au bruit léger des fontaines autour de toi. Laisse-toi bercer par le chant des oiseaux. Perçois les odeurs délicates des fleurs qui t'entourent. Apprécie l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Sens cette fraîcheur sous tes mains. Apprécie le petit vent chaud sur tes joues. Décroche la plus belle pomme du pommier à côté de toi. Prends le temps d'observer sa couleur rouge, lumineuse.
Concentre-toi sur le bruit quand tu la croques. Apprécie l'odeur qui monte à tes narines. Délecte-toi de son goût sucré. Prends conscience de toutes les beautés qui t'entourent. Concentre-toi sur tous les ressentis positifs. Prends conscience de la richesse de tes perceptions. Souviens-toi que ces sensations sont présentes et disponibles en toi. N'hésite pas à les activer au quotidien. Tu peux reprendre conscience des bruits qui t'entourent dans la pièce où tu te trouves. Reprends conscience des points d'appui de ton corps, les pieds, les fessiers, le dos, la tête. Mobilise doucement tes mains, tes pieds, ta nuque. Étire-toi si tu en as envie, bâille si tu en as besoin. Et quand tu seras prêt ou prête, tu pourras ouvrir les yeux. L'exercice est terminé. J'espère que cet épisode t'a plu. Et comme d'habitude, je te dis à lundi prochain. Et d'ici là, n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton, mon petit pompon.